Si tu pratiques régulièrement des muscle-up, des tractions, des dips et même des squats en low bar, tu as peut-être déjà eu des douleurs au niveau de l'épaule, peut-être que tu as des douleurs de façon récurrente, tu as des douleurs qui persistent et tu ne comprends pas pourquoi elles sont là et comment t'en débarrasser. Alors cet épisode est pour toi puisque je suis kinésithérapeute et je vais t'expliquer comment performer en street lifting sans douleur à l'épaule. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance et de street lifting. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va aborder le sujet des épaules en street lifting, puisque c'est un sujet qui revient souvent en termes de douleurs, de gênes, de problématiques. Et on va voir ensemble ce qui peut expliquer les causes de ces douleurs et surtout comment bien les comprendre pour pouvoir les améliorer et les éviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie, je suis kinésithérapeute et athlète de haut niveau en street lifting et j'ai décidé vraiment d'axer ma pratique autour du street lifting et des sports de force puisque c'est un sport que je pratique et que je connais de l'intérieur, mais également un sport du coup pour lequel je me suis intéressée et pour lequel je connais bien les problématiques et surtout comment les éviter et comment les guérir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des épaules parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de patients que je traite en réhab à distance qui viennent pour des soucis au niveau des épaules. Et souvent, je remarque des problématiques assez similaires, des problématiques sur des mouvements liés à une technique, liés à des spécificités qui pourraient être évitées et qui pourraient être améliorées. Donc je me suis dit, je vais faire cet épisode pour pouvoir donner un maximum de clés. Évidemment, vous allez pouvoir appliquer plein de choses de ce que je vous donne dans cet épisode. Mais si ça ne suffit pas, je vous invite vraiment à consulter puisque vous allez gagner du temps sur votre pratique, de l'énergie, du confort, bref, tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez un bilan et un suivi plus précis, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et on va regarder tout ça ensemble. Pour commencer cet épisode, j'avais envie qu'on repart un peu sur des bases biomécaniques et qu'on analyse les mouvements et pourquoi déjà c'est contraignant au niveau des épaules. Donc on va prendre les mouvements dans l'ordre et on va voir un petit peu ce qui demande des contraintes au niveau des épaules et les spécificités de chaque mouvement pour ensuite comprendre comment on peut travailler ça. Donc pour le muscle-up, ce qui se passe en muscle-up, c'est qu'on va partir d'une base de flexion maximale d'épaule, flexion c'est le bras au-dessus de la tête, de rotation externe, et on va devoir transitionner très rapidement pour aller vers de la rotation interne. On a cette notion de basculement de rotation, on a cette notion de vitesse, et qui dit vitesse dit demande de stabilité. Forcément, si votre épaule est pas suffisamment stable, ça va être difficile de produire de la force avec un contrôle maximal, et ce manque de stabilité, ça peut être une problématique qu'on peut retrouver sur le muscle-up et qui peut entraîner des douleurs. Sur les tractions, on va avoir besoin de flexion maximale, comme sur le départ des muscle-up, avec de la rotation externe. Sur les dips, là, on va retrouver plutôt de l'extension avec une compression antérieure. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on a des douleurs sur les dips, généralement, elles se situent plutôt à l'avant de l'épaule. Et sur le squat, à ne pas oublier, on va aussi retrouver de l'extension d'épaule et une forte rotation externe, encore plus si on est sur du low bar, ce qui peut aussi entraîner des contraintes à ce niveau-là. Donc vous l'aurez compris, dans le street lifting, on a quand même sur chacun des mouvements des contraintes assez spécifiques au niveau de l'épaule, assez différentes, même si certaines se recoupent. Donc ça va être hyper important d'avoir des épaules bien solides et bien fortes pour pouvoir performer en street lifting. Une des erreurs que je peux remarquer par rapport à la pratique du street lifting, ça va être de considérer les mouvements indépendamment les uns des autres, sans prendre conscience de la corrélation qu'il peut y avoir entre eux, mais surtout des contraintes similaires qu'il peut y avoir. Par exemple, si on augmente fortement le volume en muscle-up et en traction, on a quand même des contraintes similaires. Donc ça veut dire que d'un coup, on va ajouter une grosse contrainte au niveau de l'épaule. Donc c'est très important de pouvoir considérer chaque mouvement en corrélation avec les autres et ne pas oublier qu'on peut avoir des contraintes similaires et que du coup, tout augmenter en même temps, ça risque de augmenter fortement les contraintes au niveau de votre épaule et qu'elle n'est peut-être pas suffisamment forte pour pouvoir gérer cela. Et c'est aussi pour ça que je vous ai intégré le squat, parce que le squat, on a tendance à le minimiser. On a tendance à le voir beaucoup comme un exercice jambes, ce qui est le cas, attention. Mais je veux dire, il y a quand même des contraintes assez fortes au niveau des épaules, encore une fois, encore plus quand on est en low bar, en high bar, c'est vraiment modéré. Donc augmenter la charge ou le volume sur le squat, c'est aussi augmenter ses contraintes à ce niveau-là. Je profite d'ailleurs de cette parenthèse sur le squat pour vous rappeler que quand on fait un passage de high bar à low bar, c'est très important de le faire progressivement. Pour les raisons que je viens de vous évoquer ici. En fait, si vous avez toujours eu l'habitude d'avoir votre barre en barre haute, donc quand je dis high bar, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les termes, c'est barre haute, c'est la barre qu'on met tout juste sous les cervicales, au niveau du trapèze supérieur, alors que le low bar, c'est barre basse, et là on se met plutôt un petit peu plus bas au niveau des triceps sur les bras et plutôt au niveau du trapèze moyen. C'est une position de performance qu'on utilise en street lifting comme en powerlifting. Donc comme je le disais, on ne passe pas de l'un à l'autre en une séance. Pourquoi ? Parce que vos épaules ont besoin de s'adapter. Elles ont besoin de comprendre cette nouvelle contrainte, de se renforcer dans cette position. Donc moi, ce que je conseille généralement, c'est de descendre d'1 centimètre par semaine et de voir la tolérance. Si vous descendez d'1 centimètre, que vous voyez que vous avez des douleurs, on va rester peut-être même plusieurs semaines
sur ce cas de figure avant de descendre et ainsi de suite pour ensuite arriver à une position confortable. Faut laisser vraiment le temps au corps de s'adapter et là ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Si vous passez du high bar au low bar, que vous augmentez votre charge en traction, en muscle up, là les épaules vont commencer à souffrir, donc c'est très important de comprendre tout ça dans son ensemble. Et pareil, lorsque vous faites votre passage de high bar à low bar, évitez d'augmenter très fortement l'intensité ou le volume sur les autres mouvements, auquel cas ça pourrait venir surcharger la zone. Ce qui va être important aussi, c'est d'étudier la fréquence et la répartition des mouvements dans la semaine. Donc ça, c'est valable déjà pour plein de raisons, d'un aspect performance, tout simplement, mais aussi pour ces raisons-là, pour éviter la surcharge. Parce que des fois, c'est pas tellement le volume ni l'intensité que vous mettez sur vos séances, sur vos mouvements qui est problématique, mais c'est vraiment juste la répartition. Si vous avez, je sais pas, sur vos 3 premiers jours de la semaine, des grosses contraintes aux épaules, puis rien, peut-être que c'est trop dur à encaisser d'un point de vue musculaire, d'un point de vue tendineux, d'un point de vue articulaire pour votre épaule, parce que c'est trop d'un coup. Alors que si vous gardez le même volume, la même intensité, mais répartis différemment, votre épaule arriverait à mieux tolérer, mieux se régénérer. Je vous fais référence à l'épisode que j'ai tourné la semaine dernière par rapport à la récupération. Je vous expliquais bien dans cet épisode que les phases d'adaptation, les phases de progression, elles se font sur la récupération. Là, c'est la même chose. Vous le comprenez bien, si vous bombardez votre épaule de stimulation, elle n'a pas le temps de se régénérer pour pouvoir s'adapter. Donc c'est pour ça que si vous avez tout votre bloc de contraintes en début de semaine, tout d'affilée, ça peut être difficile à gérer pour elle, alors que si vous répartissez mieux, avec des jours de repos ou des jours où vous avez un autre focus, là votre corps tolérera mieux la contrainte. L'erreur numéro 2 que je vois beaucoup aussi en street lifting, c'est s'entraîner sans prérequis. Alors moi je suis pas tellement du parti il faut savoir faire ça avant de faire du street lifting. Non, je pense que le street lifting peut être abordable à tout le monde, mais en prenant connaissance de son niveau, en prenant connaissance de ses prérequis. Quand je parle de prérequis, il y en a divers. Pour moi, il y a le prérequis mobilité sur l'épaule, parce que comme je vous l'ai évoqué en introduction, on a besoin de mobilité d'épaule. Si t'arrives pas à emmener ton bras au-dessus de ta tête, ça va être compliqué de tenir juste suspendu à une barre, parce que déjà, t'es en flexion maximale d'épaule, et en plus, tu dois gérer ton poids là au minimum, sous la barre. Donc ça paraît compliqué si vous n'avez pas par exemple ce prérequis-là. Donc il y a vraiment un prérequis mobilité pour moi à avoir avant de pouvoir charger et encaisser sur différents mouvements. Il y a aussi un prérequis agoniste-antagoniste. On sait que pour avoir une bonne stabilité au niveau de l'articulation, c'est important d'avoir un équilibre sur les muscles et les muscles qui vont faire les actions contraires. Pour ceux qui connaissent pas le terme agoniste-antagoniste, ça veut dire ça. Ça veut dire par exemple, si je prends l'exemple au niveau du bras, votre biceps, il sert à fléchir votre coude. Donc on peut dire que c'est l'agoniste de flexion de coude. L'antagoniste, c'est le muscle qui va faire l'inverse. Donc le triceps, ils sont généralement derrière, qui lui va faire l'extension de coude. Et en fait, avoir un certain équilibre entre l'agoniste et l'antagoniste, c'est ce qui va assurer une bonne stabilité. Si vous avez des biceps énormes et très peu de triceps, ça va être difficile d'un point de vue stabilité au niveau du coude sur les mouvements qui vont vous demander de la stabilité dans diverses positions. Donc ça, c'est aussi un prérequis qui est important, c'est d'avoir un relativement bon équilibre dans ces structures musculaires, bien que, en fonction des sports, évidemment, il y a des muscles qui vont prendre un peu le lead, mais c'est pour ça que c'est important de rééquilibrer un petit peu par rapport au renfort, et on voit souvent ça en problématique d'ailleurs en tant que kiné, c'est que, en fonction du sport qu'on fait, là je parle beaucoup du street lifting, mais en vrai c'est valable pour tous les sports, on a forcément des sollicitations musculaires qui sont spécifiques au sport, qui vont donc engager des groupes musculaires spécifiques, et du coup on va avoir un petit retard généralement sur l'antagoniste au mouvement, mais c'est important quand même de le travailler pour respecter cet équilibre. Et dernière chose, ça va être cette notion de stabilité. Donc en fait, pour pouvoir bouger l'épaule et utiliser l'épaule, on a plein de muscles qui font le taf. On va dire peut-être que vous, si vous n'êtes pas hyper calé en anatomie, vous allez au moins connaître tout ce qui est deltoïde. Deltoïde, c'est globalement le galbe de l'épaule. On définit en général différents faisceaux, mais on va dire que c'est les muscles principaux qu'on voit de l'épaule, alors qu'en réalité, l'épaule, c'est tout un complexe qui ne se résume pas à cette partie-là. Si je vous montre un petit peu globalement, l'épaule, ça part de là, tout derrière, et il y a tout un tas de muscles qui vont être impliqués pour stabiliser l'épaule. Et là, je vous parle en plus que des muscles dits de force, on va dire, qui servent à produire de la force. Mais en dessous, toutes ces couches-là, vous avez des petits muscles, donc qu'on appelle généralement la coiffe des rotateurs, qui vont permettre de stabiliser l'articulation. Et souvent, ça, c'est un problème que je retrouve en street lifting, c'est qu'il n'y a pas de souci pour développer tout ce qui est muscles de force, pour avoir des grosses épaules, des gros trapèzes, on va dire... Là, il n'y a pas de souci, on fait beaucoup, mais par contre, la coiffe de rotateur est peut-être un petit peu délaissée, alors que c'est elle qui permet la stabilité. Pour vous faire comprendre à quoi ça correspond, c'est comme si, sur votre squat, vous avez des
des quadris énormes, vous avez des ischios énormes, des fessiers énormes. Voilà, vous êtes capable de charger très lourd, mais vous avez un pied qui tient pas. Vous avez un pied qui est instable, vous êtes super instable. Rien que de tenir sur les pieds, c'est très instable. La coiffe des rotateurs, c'est pareil. Ça veut dire que quand vous allez squatter, vous avez beau avoir énormément de force dans vos muscles, si vous n'avez pas votre pied qui vous stabilise l'ancrage au sol, vous ne pourrez pas produire de la force. Et au niveau de l'épaule, c'est pareil. Si votre coiffe des rotateurs ne stabilise pas le complexe de l'épaule, l'articulation de l'épaule, quand vous allez produire de la force, c'est comme si tout bougeait un petit peu, on s'en rend pas forcément compte, bien que quand on arrive dans des proportions assez avancées, on peut avoir des petits claquements, des petits ressauts, des petites gênes qui donnent la puce à l'oreille, mais parfois on ne le repère pas distinctement, mais on va avoir du mal en tout cas à produire de la force, parce qu'on n'a pas cette notion de stabilité importante au niveau de l'épaule pour pouvoir faire un mouvement de force ensuite. Donc vous comprenez bien que si on n'a pas ça, dans le mouvement du street lifting, c'est compliqué, parce qu'on a des amplitudes à aller explorer d'un point de vue mobilité, on a des muscles à travailler qui sont à la fois agonistes et antagonistes. Je pense aussi au muscle-up où on passe d'une phase de tirage à une phase de poussée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les deux, mais aussi une bonne stabilité pour passer de l'un à l'autre. Donc vous l'aurez compris, le travail de l'épaule est vraiment indissociable de la pratique du street lifting. Donc quand je parlais de prérequis, ce que je vous disais, c'est un petit peu toutes ces notions-là, et on va pouvoir les travailler en travaillant aussi le street lifting. Pour vous donner un exemple de moi, ce que j'applique concrètement, par exemple, quand j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui veulent apprendre le muscle-up aux anneaux, on travaille le muscle-up aux anneaux, mais tout de suite, on travaille la mobilité nécessaire pour le muscle-up aux anneaux. En même temps, on fait ce travail-là. Comme ça, on a vraiment une concomitance de je progresse sur mes anneaux, j'apprends à les appréhender d'un point de vue stabilité, d'un point de vue transition, mais aussi je gagne en mobilité d'épaule, mais aussi je me renforce sur toutes les portions que j'ai expliquées juste avant, donc d'un point de vue juste force pure, mais aussi d'un point de vue stabilité pour pouvoir ensuite gérer ma stabilisation aux anneaux. Sachant qu'aux anneaux, c'est encore plus nécessaire, j'ai envie de vous dire, parce que c'est instable par rapport à une barre ou une station de dips où là, on est sur un support qui reste fixe. Donc ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de toujours garder un travail de mobilité d'épaule, de renforcement spécifique, de renforcement de stabilité. Et pour moi, ça, c'est un travail qui doit être permanent. Encore une fois, je vous l'avais expliqué dans un des épisodes, je ne sais plus lesquels. Ceux qui sont assidus sauront me le dire en commentaire, mais peu importe votre niveau, en fait, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, ce qui va changer, c'est l'intensité, la spécificité des exercices, mais pour moi, c'est important de garder ce travail-là tout au long de sa pratique du street lifting parce qu'on s'assure une longévité et une bonne santé articulaire. Et d'ailleurs, je vous partage toutes les semaines des exercices spécifiques pour pouvoir performer en bonne santé sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Workout by Julie, c'est comme le nom de la chaîne, comme ça c'est simple. L'erreur numéro 3 que je peux également constater, c'est ignorer les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte, c'est quoi ? C'est cette petite gêne qui revient assez régulièrement, cette petite douleur, cette petite sensation toujours au même moment du mouvement, lors de l'échauffement, après une surcharge, où on se dit bah c'est minime, ça passe, je continue, jusqu'au jour où cette petite gêne, cette petite douleur, elle va prendre de l'ampleur et vous empêcher de pouvoir performer correctement. Donc c'est très important que quand vous avez une douleur, une gêne qui devient récurrente, surtout sur le même type de mouvement, sur le même moment de l'échauffement, sur qui est assez similaire d'une séance à l'autre, de s'en occuper parce que c'est votre corps qui vous signale que là, il y a une problématique à résoudre. Donc après, c'est avec un bilan kiné spécialisé que vous pourrez identifier quelle est la cause de cette douleur et comment la corriger. Mais voilà, c'est déjà des petits signaux d'alerte. Quand vous descendez par exemple profond sur vos dips, vous avez une petite gêne. Là, ça peut signifier que la mobilité d'épaule, elle est pas top, ou alors il y a un manque de stabilité dans la position basse. Enfin, il y a plein de choses en fait qui vont déjà vous mettre la puce à l'oreille et que très souvent les athlètes ignorent parce que voilà, c'est léger, c'est pas très dérangeant et que de toute façon on fait du sport à haut niveau donc c'est normal d'avoir mal. Là encore ça rejoint l'épisode de la semaine dernière sur la douleur où je vous expliquais quand s'entraîner ou pas avec une douleur. Oui, c'est normal d'avoir des petites sensibilités, des petites problématiques, mais quand elle est récurrente, toujours au même endroit, toujours au même moment, c'est des choses qu'il faut traiter si on veut pouvoir continuer de performer à long terme. Parce que souvent l'erreur c'est qu'on se dit bah non là c'est pas le moment, je suis en prépa, j'ai la flemme, j'ai d'autres choses à faire, je m'en occupe pas. Et ça prend de l'ampleur au moment après où on monte l'intensité, donc fin de prépa, approche de compétition, et c'est dommage du coup de devoir déclarer forfait ou en tout cas arriver sur une compétition blessée, alors que si on avait juste pris en compte les signaux dès le début et agi pour, on aurait pu arriver plus sereinement à notre échéance et plus performant dans notre évolution de la discipline. Donc pour pallier ça, je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière, vous irez l'écouter si ça vous intéresse, mais vous allez pouvoir adapter
soit l'amplitude, adapter le tempo, peut-être passer un petit peu plus de temps aussi sur l'échauffement, ça peut aider également, revoir votre montée de gamme, enfin il y a tout un tas de choses à faire pour pouvoir essayer d'améliorer la douleur sur l'instant T, et évidemment, si ça ne suffit pas, si ça persiste, là je vous renvoie pour consulter. Mais écoutez vraiment le dernier épisode parce que j'explique tout sur comment faire, comment adapter, donc ce sera un gain de temps pour vous et pour savoir si vous avez besoin de référer ou non. L'erreur numéro 4, je l'ai déjà abordée un petit peu dans cet épisode et sur les derniers épisodes aussi, c'est la récupération qui est sous-estimée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la récupération, c'est ce qui vous permet l'adaptation. C'est ce qui permet au tendon de s'adapter, ce qui permet à la mobilité d'être gagnée, ce qui permet aux muscles de se renforcer. Et du coup, un manque de récupération, ça va entraîner un manque d'adaptation par votre corps. On a toujours tendance à croire que plus on fait, plus on a de résultats, alors que dans nos sports, dans le sport de force, dans le sport de manière générale, en vrai, c'est pas ça. C'est la récupération qui fait que l'on progresse. Donc sans récupération, on ne progresse pas. Donc ça, c'est très important d'en prendre en compte et de vous poser la question de est-ce que je récupère suffisamment ? Et encore une fois, récupération, c'est pas juste jour off. C'est déjà très bien, on va dire, d'avoir des jours où on n'a pas de sollicitation, mais vous pouvez optimiser ça. Et si vous avez un but de haut niveau, ou en tout cas d'aller relativement loin dans votre sport, d'aller chercher de relativement grandes performances, ça c'est un point qui est ultra important et qu'il ne faut pas négliger. Parce que dormir ne veut pas forcément dire sommeil de qualité, voilà, jour off, pas forcément récupération de qualité. Pareil, tout ce qui est alimentaire, ça va avoir un rôle très important, tout ce qui est complément. Et ça, je le comprends de plus en plus parce que même si c'est mon métier un petit peu d'appliquer ça aux autres, je vous en ai déjà parlé, mais les kinés, on est aussi des très mauvais patients. C'est-à-dire que moi, je sais ce qu'il faut faire pour mes patients, je sais adapter, je sais leur dire les bons mots, leur proposer les bonnes solutions. Par contre, quand il s'agit de moi, c'est différent, c'est différent. Mais là, je commence à le comprendre de plus en plus parce que moi, j'ai des ambitions assez grandes dans le sport. Je pense que vous l'avez compris, aussi d'un point de vue longévité dans la discipline. Et je me dois aussi de montrer l'exemple. Donc là, je le comprends de plus en plus et c'est pour ça que je fais de plus en plus de choix pour ma santé. Vous l'aurez compris à travers mes réseaux sociaux et j'ai également quelques petites annonces à vous faire dans les jours et semaines à venir parce que j'ai pris des décisions qui pouvaient être mieux pour ma santé et pour ce que je vais aussi vous proposer. Parce que le but, c'est qu'on avance ensemble, que je fasse les erreurs et que je vous en fasse part pour que vous ne les fassiez pas et qu'on puisse perdurer et performer longtemps dans notre discipline. Donc la récupération, vraiment penchez-vous dessus parce que c'est un gros pourcentage de votre évolution. Là, pareil, j'ai un épisode qui est complètement dédié à ça, où j'ai détaillé tout ce que je faisais, tout ce que j'analysais pour la récupération. Donc je vous invite vraiment à l'écouter également. J'ai l'impression que finalement, cet épisode-là, il reprend pas mal de choses, mais c'est important de vous y référer parce que si ça vous intéresse, vous allez voir qu'avec cet épisode, vous allez vraiment comprendre comment mieux gérer votre récupération. Et spoiler, ça vous demandera pas plus d'efforts. Ça vous demandera juste de mieux concentrer votre énergie, de mieux savoir vos points de focus, pour ne pas aussi vous perdre dans « Ah j'ai vu qu'il fallait faire des bains froids, j'ai vu qu'il fallait faire ci, j'ai vu qu'il fallait faire ça » et on teste tout et n'importe quoi, on sait pas ce qui marche, ce qui marche pas, et on perd du temps, de l'énergie, on se stresse et au final, stress aussi limite la progression et la récupération, elle est pas si optimale. Donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode si vous voulez détailler un petit peu plus cette partie-là, si vous sentez que c'est cette partie-là qui vous manque un petit peu chez vous. De toute façon, je vous mettrai les références en description des épisodes dont je vous parle, comme ça ce sera plus simple pour vous d'aller chercher que de remonter, même si c'est des épisodes que j'ai tournés assez récemment. L'erreur numéro 5, ça va être une programmation qui n'est pas adaptée. On a déjà parlé un petit peu de la fréquence, mais j'avais envie de parler un petit peu plus de la programmation, parce que si vous avez une programmation qui va favoriser que du lourd sur tous les mouvements, qui va favoriser que la surcharge, qui va favoriser avec ça beaucoup de renfort, peu de périodes de repos, peu de périodes de deload, faut pas s'étonner non plus que les épaules ne suivent pas. Parce que, encore une fois, il faut respecter une progression, une adaptation pour pouvoir voir votre corps s'adapter. Et si vous n'avez pas cette notion de progression et que vous bombardez de stimuli votre épaule, forcément, elle va avoir du mal à s'adapter et ça peut vous créer des douleurs ou des pathologies de surcharge. Donc ce que je vous conseille pour ça, c'est de voir votre programmation en globalité. C'est-à-dire de la voir à long terme. On peut pas fonctionner que bloc par bloc, parce que là, on se limite une vision à long terme, on se limite sur cette notion de progression. Donc, il faut vraiment voir votre programmation comme un long terme. Il faut la voir vraiment sur 1 an, voire plus, et découper en phases spécifiques. Vous avez des grandes phases qui vont être, entre guillemets, le hors-saison et la prépa compétitive, mais au sein de ces phases, il va falloir aussi adapter avec est-ce que là on fait de la force, est-ce que là on fait plutôt du volume, est-ce qu'on fait plutôt de l'endurance de force. Il faut vraiment voir ces objectifs spécifiques et c'est des cycles qui doivent se suivre. C'est-à-dire on va pas d'un coup travailler la force max sur tous les mouvements, puis ensuite encore la force max
mais que sur le squat, puis ensuite que la force main. En fait, il faut qu'il y ait une logique par rapport à votre programmation à long terme. Une logique dans la périodisation, une logique dans l'atteinte des objectifs, pour pouvoir savoir ce qu'on fait, et pas passer, je sais pas, d'un cycle où on va avoir une sollicitation très importante, un volume très important au niveau de l'épaule, puis un cycle où on en a très peu, puis un cycle où on en a beaucoup. Parce que ça, ce sera aussi contre-productif. Vous allez créer de l'adaptation pour votre épaule, et après, vous allez décharger pendant un cycle, voire 2 cycles. Donc là, entre guillemets, votre épaule va se retrouver déconditionnée, pour ensuite la rebombarder pour une prépa. Non, c'est pas logique. Donc il faut vraiment qu'il y ait une logique dans votre établissement de progression. Alors c'est pas évident à faire, encore plus quand dans le street lifting, on a tous les mouvements qui vont venir solliciter les épaules de façon différente, mais c'est important de faire ce travail-là, et c'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner par un coach dont c'est le métier de comprendre les contraintes, de aussi voir votre réponse par rapport aux entraînements et de pouvoir adapter. J'ajoute à ça que plus vous allez changer de coach tous les 4 matins, plus c'est difficile aussi d'avoir une programmation qui est la plus adaptée. Pourquoi ? Parce que votre coach, il est peut-être très bon, mais c'est pas un magicien, c'est pas un devin. Donc il a besoin aussi de vous connaître sur le long terme pour savoir comment vous réagissez. Vous avez aussi un mode de vie qui fait que il y a des choses qui fluctuent et pour lesquelles il faut s'adapter. Donc plus vous restez avec le même coach, plus il va vous connaître, plus votre programmation sera pertinente de mois en mois et d'année en année. Donc ce qui compte, c'est vraiment de voir la discipline comme une imbrication de contraintes différentes qu'il faut savoir coordonner, qu'il faut savoir adapter pour qu'elles puissent progresser ensemble, s'aligner ensemble, s'adapter ensemble vers une notion de progression qui est cohérente et adaptée aux contraintes de l'épaule. Doit s'ajouter à ça évidemment du renforcement, j'en parlerai jamais assez, mais pour moi c'est une erreur que de faire que les 4 mouvements en street lifting et de pas axer du renforcement, parce que peu importe votre niveau, que vous soyez encore débutant, intermédiaire ou confirmé, il y a des notions de renforcement à aller chercher, il y a des spécificités de renforcement en fonction de vos points faibles, de vos points forts, des éléments qui vous posent problème, d'éléments à renforcer, des éléments à stabiliser. Donc ce serait une erreur de faire 0 renfo, même si des fois le renfo c'est chiant, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il faut inclure cette notion de renfo, et il faut inclure ce que j'appelle de la préhab ou de la réhab. Donc ce qu'on appelle préhab, c'est ce qui va un peu prévenir les blessures, prévenir les douleurs. Donc là, si vous m'écoutez et que vous avez même jamais eu de douleur à l'épaule, typiquement moi, j'ai très peu de douleur à l'épaule, en vrai, et pour autant, je travaille ma mobilité d'épaule, je travaille ma stabilité d'épaule, je travaille mon renforcement d'épaule. Donc là, ça rentre dans de la préhab, c'est ce qui va être intéressant, et c'est aussi ce que vous pouvez détecter chez vous, parce que par exemple, si je prends mon cas perso, j'ai pas de vraie douleur à l'épaule. Par contre, je sens que sur mon tirage, je vous en ai déjà parlé, je suis assez instable, que des fois j'ai des petites gênes, et je pourrais me dire, je passe outre parce que ça me dérange pas en vrai dans la performance. L'autre fois, je vous ai publié un PR sur les tractions. J'avais eu cette gêne-là au niveau de l'épaule, ça m'a pas empêché de performer, mais ça veut quand même dire que si j'avais pas celle-là, je serais encore plus performante. Donc vous voyez, c'est ces petits signaux d'alerte qu'il faut savoir repêcher et en tirer le maximum d'informations pour pouvoir s'adapter. Donc préhab, c'est un peu quand on va anticiper, on va détecter des petits éléments qui pourraient être problématiques. Typiquement, je sais pas, si sur votre traction vous tirez de travers. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, que je traite aussi beaucoup en réhab. Si vous tirez de travers, c'est souvent qu'il y a un problème d'un point de vue mobilité, d'un point de vue stabilité, d'un point de vue renforcement, et même si vous n'avez pas de douleur du tout, que ça vous empêche pas de performer, dites-vous que vous seriez probablement plus performant si vous aviez vraiment une symétrie de tirage. Donc ça vaut le coup de mettre des exercices de préhab, comme on appelle ça, pour pouvoir stabiliser, améliorer ça dans un but de longévité et de pas surcharger, parce qu'en fait à force de tirer de façon asymétrique, plus on va mettre du volume, plus on va mettre de la charge, c'est-à-dire plus il y a un côté qui va trinquer, plus il y en a un qui a du mal à stabiliser, et plus les déséquilibres peuvent se créer et entraîner des douleurs au long terme. Donc ça va être très important de faire attention à ça. Et sinon, à inclure des exercices de réhab. Donc réhab, c'est réhabilitation, c'est quand là on a une problématique avérée, on a détecté quelque chose à corriger. Donc souvent on parle plus effectivement de douleur, même si en vrai, quand je vous parle de la symétrie, on pourrait classer ça aussi dans de la réhab, parce qu'il y a déjà une problématique détectée. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment d'exercice différent, on va dire, entre préhab et réhab. C'est juste un peu la façon d'appréhender les choses, dans le sens où réhab, on est vers une réhabilitation, c'est-à-dire on essaie de retrouver un état antérieur, ou en tout cas un état équilibré qui permet la performance, alors que préhab, on anticipe un état qui pourrait arriver lié à une douleur, lié à une liaison. Donc dans tous les cas, je vous invite vraiment à avoir cette notion du coup de renforcement et cette notion de réhab, même si la réhab et la préhab, pareil, ça peut rentrer dans le renforcement. En général, on dissocie parce que ce qu'on entend par renforcement, c'est vraiment juste le renforcement musculaire, c'est des exercices entre guillemets basiques.
j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ce terme-là, alors que quand on est dans de la réhabilitation, c'est quelque chose de tellement spécifique que si vous voulez, toi, je vais pouvoir te donner un exercice pour ton épaule, l'autre, il a le même souci, mais je vais lui donner un exercice un peu différent, parce que lui, il a cette condition en plus, il a cette problématique-là. Voilà, c'est des exercices qui sont un petit peu plus spécifiques à la personne, un petit peu plus spécifiques à la problématique, tandis que le renforcement, globalement, on retrouve similairement les mêmes exercices d'une personne à l'autre, même si je trouve que c'est bien de pouvoir adapter quand on a repéré des choses assez précises. Je vous l'ai pas dit au milieu de cet épisode, mais pensez bien à laisser un petit like, un petit commentaire si l'épisode vous a plu. Ça m'aide énormément à développer ma visibilité. J'ai plein de projets pour cette année, donc si vous pouvez y penser, que ce soit d'ailleurs ici sur YouTube, sur Spotify ou même sur Instagram, sachez qu'un petit like, un petit commentaire, un petit partage, une petite action, c'est tout bête, mais ça aide vraiment à soutenir notre contenu, à pouvoir en faire toujours plus, toujours mieux et vous proposer toujours plus de contenu qualitatif. C'est ce que je m'efforce à faire en tout cas. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!